Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce Quoi de neuf JP pour ce qui est du mois de décembre 2018. Ben oui, mon dernier Quoi de neuf de l'année. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder avec vous les derniers jeux auxquels j'ai joué au mois de décembre. Donc, mes dernières expériences de jeu. Je vous ferai une présentation rapide de chacun d'entre eux. Par la suite, je vous fais part des projets que j'ai pour le mois de janvier, donc les vidéos que je prévois faire pour vous, pour tenter un peu le terrain, voir si ça vous intéresse ou non. Je vous ferai part également de quelques petits scopes, si on veut, de l'année 2019, ce à quoi vous pouvez vous attendre pour l'année qui est devant nous, pour ce qui est du contenu que nous allons rendre disponible pour vous sur la chaîne. Et finalement, on pourra se garder quelques minutes à la fin de la vidéo parce que je voudrais vous tenir au courant, faire une espèce de bilan de santé. Ça fait quelques mois qu'on ne s'est pas parlé de l'évolution de mon état de santé. Alors, j'en profite aujourd'hui pour terminer l'année avec ce dossier. Donc, premièrement, je vous propose d'aller explorer les boîtes qui se trouvent à côté de moi. On commence avec le jeu auquel je crois avoir le plus joué pendant le mois de décembre. C'est un jeu auquel j'avais joué il y a de cela quelques mois, un prototype à l'époque qui a vu le jour. Donc c'était un projet Kickstarter. J'ai eu l'occasion d'y jouer avec des amis. Tout le monde a apprécié l'expérience et on y aura joué à quelques reprises depuis. Il s'agit de Chronicles of Crime. Alors si vous ne connaissez pas Chronicles of Crime, c'est une belle opportunité pour vous d'aller visionner la vidéo que j'ai faite qui présentait justement le jeu, les règles. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Chronicles of Crime est un jeu d'enquête, un jeu de collecte d'informations qui a deux aspects. Le premier est l'aspect de jeu de société. C'est un jeu coopératif. On discute entre nous des informations qu'on possède. Tout est public. Mais il y a un autre aspect également qui est géré grâce à une application. Je sais que ça ne fera pas l'unanimité pour tout le monde, mais l'application est géniale. Le jeu est très bien implanté au sein de l'application. Il y a plusieurs scénarios déjà disponibles dès que le jeu a été envoyé aux backers puisque c'était un Kickstarter. C'est un jeu qui est disponible en français. D'ailleurs, l'application est très bien faite en français à l'exception de quelques petites erreurs de frappe, mais rien de crucial à ce niveau-là. Donc, des enquêtes qui se suivent pour certains scénarios, des enquêtes qui sont uniques aussi, différentes thématiques, différents univers. J'ai les deux extensions aussi qui sont à l'intérieur de la boîte que j'ai bien hâte d'explorer en 2019. Pour l'instant, je crois qu'il nous reste deux scénarios à faire parmi ceux du jeu de base. Donc, vraiment un bon coup de cœur pour tout le monde qui a joué ce mois-ci avec moi. Chronicles of Crime. On enchaîne avec un autre jeu qui s'est avéré être un... Ce mois-ci, là, je vais vous le dire tout de suite, j'ai au moins 3 coups de cœur, là, si c'est pas 4, alors oh là là, ça va être dur pour moi de choisir qu'est-ce qui va figurer dans la vidéo coup de cœur de David, le professeur Board Game, j'ai pas encore choisi. Mais un autre jeu que j'ai beaucoup apprécié ce mois-ci, c'est le dernier, pas tout à fait le dernier, là, parce qu'il y a la 5e boîte qui est disponible en Europe, mais qui n'est pas encore disponible ici au Canada. La dernière boîte, donc, disponible ici de la série Unlock. Wow, quelle aventure nous avons vécu dans Unlock. Je crois que c'est... en fait, je suis convaincu que c'est la meilleure boîte parmi celles qui sont disponibles, auxquelles j'ai joué en tout cas. Là. Et je ne considère pas la toute dernière parce qu'elle n'est pas encore disponible ici. Je l'attends avec impatience, mais quelle aventure. Unlock ne cesse de nous... étonner en réinventant des nouveaux concepts, des nouvelles idées. À chaque fois qu'on s'aventure dans une nouvelle boîte de Unlock, il y a quelque chose de nouveau qui nous attend. Et dans cette boîte-ci, je dois dire que j'ai été très étonné. Surtout à cause du scénario de, j'ai oublié le nom, l'expédition, je sais pas trop quoi, là, avec les dinosaures. Vraiment un scénario hallucinant, immersif, engageant, mémorable, le meilleur scénario dans tous
tous ceux qui le précèdent, pour ma part du moins, une implantation et une implication de l'application qui sont brillantes, qui sont innovatrices, vraiment, vraiment très agréable. Pour ce qui est de Unlock, ça me donne encore plus le goût de jouer à la prochaine édition, pas édition, mais prochaine boîte qui s'en vient dans probablement quelques semaines au maximum. J'ai les doigts croisés. Donc, toujours bien agréable, la série Unlock. On continue avec un autre de mes potentiels coups de cœur pour le mois de décembre. Je crois que ça se situe à être pas mal aussi dans les candidats coups de cœur de ma conjointe. C'est Quacksalber, aussi connu peut-être de façon un peu plus commune sous le nom de Charlatan de Belcastell. C'est un jeu de push your luck, là, où on pousse notre chance, qui est mêlé avec un mécanisme de bag building, un peu à la Orléans ou Altiplano. Donc, une thématique où est-ce qu'on va avoir on incarne comme des espèces d'enchanteurs ou d'alchimistes plutôt. On doit créer des potions et on doit aller récupérer des petits jetons qui représentent des ingrédients qu'on va mettre dans notre sac. Et le contenu de notre sac va continuer d'augmenter pendant la partie. Au début de chaque tour, de façon simultanée, les joueurs vont piocher des jetons dans ce sac-là, vont mettre les ingrédients dans leur potion et ça, c'est très, très, très positif. Par contre, il y a certains ingrédients qui, de base, au début de la partie, sont dans notre sac. Et ces ingrédients-là sont très négatifs parce que si ils sortent en trop grande quantité, ils vont faire exploser notre potion. Et ça, c'est très négatif. Beaucoup de rejouabilité parce que les ingrédients, je crois qu'au total, il y a 7 ou 8 ingrédients différents et chacun de ces ingrédients-là vient avec une espèce de petit livret qui explique les pouvoirs de ce dernier. Les livrets sont recto-verso et il y en a 2 pour chaque ingrédient, donc on fait une espèce de calcul rapide. Là, je pense que 7 ingrédients fois 4 possibilités pour chaque ingrédient, donc 28 possibilités totales qu'on peut réorganiser et réarranger à chaque fois. Très agréable, peu importe le nombre de joueurs, c'est vraiment un hit. Charlatan de Belcastell. Par la suite, un autre jeu qui s'est avéré être une surprise totale. En fait, je savais déjà que le jeu allait m'intéresser, mais je ne pensais pas avoir autant de plaisir à y jouer. Ça fait longtemps que je l'ai dans ma bibliothèque, peut-être quelques mois, je dirais, et j'ai un de mes amis qui l'avait également, qui s'était procuré il n'y a pas si longtemps, qui avait lu les règles, et on s'est dit, bon, ben on va jouer, parce qu'il y avait joué avant, pendant que c'était frais encore dans sa tête. Moi, je l'avais dans ma bibliothèque, puis je voulais profiter du fait qu'il était en mesure de m'expliquer les règles pour me sauver ou m'éviter le livret de règles, si on veut. C'est Lignum. Un gros jeu euro. Là. Quand on parle de jeu euro, on pourrait dire que ça, c'est la référence. Là. Il y en a beaucoup qui vont dire que le jeu est laid et affreux. Je vous le concède, oui. Je vais le dire tout de suite. Pour ceux qui ne connaissent pas Lignum, le jeu est vraiment laid. Là. On dirait que le visuel, l'esthétique du jeu a été fait par un enfant de 12 ans. Les montages, les collages un peu sur le plateau sont louches. Par contre, le visuel général est bien. C'est vraiment tout ce qui est collage, montage, les emplacements. On dirait que ça a carrément été rajouté sur Paint sur le plateau, c'est vraiment pas beau. Par contre, côté mécanique, ça roule, ça marche, ça glisse. C'est un jeu à thématique d'exploitation forestière. C'est un jeu qui est vraiment mathématique. On a de la prévision à faire à court terme, moyen terme, long terme. C'est un jeu qui emprunte une espèce de rondelle, si on veut, un peu à la Heaven and Hell, un parcours dans ce cas-ci de 23 ou 24 emplacements et lorsque c'est notre tour, on prend notre petit jeton et on le fait avancer sur cette rondelle, sur ce parcours et on peut l'amener sur n'importe quel emplacement. On fait l'action, puis c'est à un autre joueur. Donc il y a une espèce de stratégie à savoir est-ce que je vais prendre mon temps
en avançant pour essayer de profiter de chacun des emplacements. Mais si je fais ça, je perds beaucoup de temps. Je vais être le dernier probablement à pouvoir aller choisir ma zone d'exploitation forestière. Je perds également les avantages les plus intéressants parce qu'il y a des joueurs qui vont décider au contraire de faire de très grandes enjambées pour aller chercher tout de suite les pouvoirs qui sont très intéressants. Vraiment beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à exploiter dans Lignum. Vraiment un très bon candidat lui aussi pour mon coup de cœur éventuel. Je vous parle maintenant d'un jeu que je vous ai présenté la semaine dernière sur la chaîne concernant les... en fait, je vous ai présenté une session de jeu, je vous ai accompagné dans une phase complète à travers tous les raisonnements, les complexités, les subtilités de ce jeu. J'ai d'ailleurs une critique de ce jeu qui sera publiée la semaine prochaine. C'est Teotihuacan, qui était l'un de mes jeux les plus attendus de 2018. J'ai bien hâte de vous partager mon avis sur ce jeu. Et puisque la critique n'est pas encore disponible, je ne veux pas brûler la mèche. Je ne veux pas non plus vous donner trop d'informations sur mon appréciation. Vous devez savoir que j'ai joué, je crois, 3 parties dans des configurations à 2 joueurs, toujours au mois de décembre. J'ai bien aimé, je vais vous dire seulement ça, j'ai bien aimé Teotihuacan. Ce côté variabilité, rejouabilité, là, c'est vraiment, ça je peux le dire parce que c'est connaissance publique, là, ce jeu-là, c'est sa force. On a des départs qui sont différents selon nos emplacements sur le plateau, selon nos ressources de départ, des pouvoirs également qu'on peut avoir accès dès le début de la partie. On peut décider de se concentrer sur différents aspects. Il y a les technologies qui vont donner des pouvoirs qui changent à chaque partie, des petites tuiles bonus également qui changent toujours et beaucoup de variabilité dans Teotihuacan. On s'en reparle la semaine prochaine. Je vous parle maintenant d'un jeu que je vous ai présenté au début du mois de décembre, Carpe Diem, l'un des derniers de Stefan Feld, qui avait été acclamé par Rado tout dernièrement, qui d'ailleurs se trouve, je pense, en position numéro 1 ou 2, là, je suis plus trop certain, dans ses meilleurs jeux de 2018. Pour ma part, ce jeu-là ne fera pas mon top 10. Peut-être, ouais, peut-être top 10. Peut-être top 10. Je ne ferai pas le top 5 des jeux de 2018. Mais si on enlève, parce que j'ai publié ma critique sur ce jeu-là, donc je vais simplement dire que si on enlève tout ce qui est de défaut de production, ce jeu-là est solide. Bonne nouvelle, j'en ai pas parlé dans ma critique parce que la nouvelle n'avait pas été publiée encore à ce moment-là, mais pas une réédition, mais une réimpression est prévue par l'éditeur qui prévoit changer tout ce qui a été pointé du doigt comme étant négatif du côté de la production. Donc les tuiles dont la couleur était beaucoup trop semblable puis était un peu confuse, l'éditeur a décidé de changer ça et de mettre ça de façon plus distincte facilement. Donc, très agréablement surpris de voir que l'éditeur est à l'écoute des critiques et qu'ils ont décidé de régler le problème. Donc, ça, c'est très intéressant pour Carpe Diem. Et le jeu qui nous a permis de conclure l'année 2018. On y a joué donc le 31 décembre en soirée. C'est le jeu qu'on a terminé la partie quelques minutes avant le décompte du bonne année. C'est un jeu que Vincent m'avait beaucoup parlé. J'avais hâte d'y jouer. Il va d'ailleurs vous le présenter sur la chaîne d'ici probablement quelques jours. C'est l'île au trésor. Un jeu pour 2 à 5 joueurs. Ben 2. Je jouerai pas à 2, là, honnêtement, là, mais bon, officiellement 2 à 5 joueurs, qui est un jeu de... comment je vous décrirais ça? Un jeu de déduction, collecte d'informations secrètes, de bluff aussi, où est-ce que tous les joueurs vont jouer les uns contre les autres, mais on a 2 clans, si on veut. On a... en fait, le jeu est basé sur... le roman du même nom de Stevenson, je crois, l'auteur.
Et donc, il y a deux clans, si on veut, dans l'île au trésor. Il y a le joueur qui incarne Long John Silver, qui est comme un peu le bad guy, le méchant, et qui, lui, a décidé d'aller cacher un trésor à quelque part sur l'île. On a un plateau gigantesque avec différentes zones. Au début de la partie, on cache un trésor. On est le seul qui connaît l'emplacement du trésor. Et les autres joueurs vont incarner les pirates qui vont essayer de découvrir l'emplacement du trésor avant que Long John Silver s'évade de prison et se lance dans une cavale pour aller récupérer le trésor avant les autres. Alors Long John Silver, une fois de temps en temps, va devoir dévoiler des secrets, des informations sur l'emplacement du trésor. Il peut dire la vérité, il peut mentir, bluffer. Les autres joueurs vont pouvoir essayer de communiquer entre eux pour se donner des informations, mais c'est pas un 4 contre 1 parce que chaque joueur veut en fait être le premier à trouver le trésor. Alors les pirates peuvent se mentir entre eux, essayer de se monter les uns contre les autres pour essayer de les envoyer sur des fausses pistes pour être le premier à trouver le trésor. En tout cas, vraiment un excellent jeu. Je trouve qu'à 5, il est très bon, mais il est très long aussi. Alors j'ai hâte d'y jouer peut-être à 3, peut-être à 4 pour voir quelle est la configuration idéale, mais j'ai beaucoup apprécié l'expérience à 5 joueurs. Cependant, petit bémol, c'est difficile pour Long John Silver de s'en tirer quand il a 4 pirates devant lui qui fouillent chaque recoin de l'île. Alors vraiment, un excellent jeu que j'ai hâte de ressortir. Les deux autres jeux auxquels j'ai eu l'occasion de jouer, ben je n'ai pas les boîtes parce qu'ils n'étaient pas à moi. Le premier, c'est Role Player auquel j'avais eu l'occasion de jouer une autre fois auparavant. Role Player est une espèce de casse-tête mental où est-ce qu'on va incarner un aventurier dans un univers fantastique et où on va à chaque tour avoir une espèce de draft, de recrutement de dés. Donc, on va pouvoir aller récupérer un dé, ce qui va aussi nous déterminer l'ordre de tour. Ce dé-là, on va le placer dans notre petit plateau individuel. Il y a comme des espèces d'encoches où on peut placer les dés. Lorsqu'on place un dé, il y a un pouvoir qui se déclenche selon la rangée où on le place. On a des objectifs à réaliser en lien avec l'emplacement des dés, leur couleur, leur valeur. On peut aller par la suite acheter des cartes selon l'ordre de tour qui représentent des armures, des armes, des habilités, des traits de caractère qui vont tous avoir un lien ou des avantages différents pour le début de la partie, la fin de la partie, des pouvoirs ou quoi que ce soit. Alors un excellent jeu. J'ai bien hâte d'y jouer avec l'extension Monsters and Minions. En 2019, je l'espère. D'ailleurs, il y a une extension qui a été annoncée il n'y a pas si longtemps, qui s'en viendrait cette année, qui s'appelle Role Player Adventures. Je ne connais rien sur cette extension, mais j'ai très hâte. Par la suite, un autre jeu auquel j'ai eu l'occasion de jouer tout dernièrement, c'est Paper Tales, un jeu que j'avais vu circuler avant sa sortie, qui m'intriguait beaucoup. Puis finalement, j'ai fait « Ah, le jeu a l'air un peu trop simple, je vais laisser passer. » Et j'ai beaucoup aimé mon expérience quand j'y ai joué la semaine dernière avec Paper Tales, qui est une espèce de Seven Wonders, si on veut, parce qu'on va avoir un draft de cartes, on va avoir 5 cartes en main, on doit en sélectionner une, on doit passer le paquet à notre voisin et par la suite, ben, on peut marquer des points de différentes façons. Il y a des bâtiments qu'on peut construire, mais c'est plus... je dirais qu'il y a un raisonnement plus comparativement à Seven Wonders, le jeu de base du moins, là, parce qu'on peut faire des combos avec nos cartes. Nos cartes sont des personnages également, donc ils vont mourir la plupart du temps après 2 tours, mais il y a toutes sortes de cartes qui vont nous permettre de les faire vivre plus longtemps ou moins longtemps, qui vont nous donner des points selon nos batailles gagnées, selon le nombre de ressources qu'on est capable de produire. Alors beaucoup de choses à penser, à prévoir, des trucs à s'adapter aussi. J'ai bien été surpris par Paper Tales, je dois l'avouer. Et voilà pour ce qui est de mes expériences du mois de décembre. Alors, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires quels sont les jeux auxquels vous avez joué ce mois-ci, quels sont les jeux un peu plus... les surprises que vous avez eues pour la fin de l'année. Et n'hésitez pas également à me faire savoir quel est le jeu qui a terminé, qui a conclu votre année 2018. Pour ma part, c'était l'île au trésor, mais qu'en est-il de vous?
En ce qui concerne ce qui s'en vient sur la chaîne, eh bien, pour ma part, au mois de janvier, je veux vous présenter ma critique de Teotihuacan, City of Gods. Comme je vous l'ai dit, c'est un jeu que j'attendais beaucoup. Alors, est-ce que le jeu est à la hauteur ou non? C'est ce qu'on va découvrir ensemble la semaine prochaine sur la chaîne. Ne manquez pas ça. Surtout ceux qui s'intéressent à l'expérience de jeu à 2 joueurs, c'est strictement ce que j'ai testé. Aucune game en solitaire, aucune partie à plusieurs, seulement à 2 joueurs. Alors, je vous en reparle la semaine prochaine. Un autre jeu que je compte vous présenter, c'est en fait, tout simplement un déballage d'un jeu qui était un projet Kickstarter, mais que j'avais présenté le prototype. Ça me tient toujours à cœur lorsque je reçois les produits finaux en fait des jeux que j'ai présentés, dont j'ai présenté le prototype. J'ai toujours envie, le goût de vous présenter le produit final, et il s'agit de 40 voleurs, qui est le dernier bébé de l'équipe de Jack Bro qui nous avait donné Vikingar. Donc petit projet qui était sur Kickstarter il y a quelques mois. Donc je vais vous faire le déballage de cette boîte très originale. Un jeu de déduction, un jeu de bluff aussi. J'ai à quelque part par là aussi une seconde boîte parce que j'ai la version All-In, donc un peu comme la version Deluxe. Je vais donc vous montrer tout le contenu de cette boîte et de l'autre. Vous allez voir, le jeu est vraiment très joli. C'est étonnant. Pour ce qui est des 2 autres projets, ce sont des idées. Je sais que je vais les faire, mais je ne sais pas si les vidéos seront disponibles au mois de janvier, peut-être au mois de février. Ça reste à voir, mais je sais que c'est quelque chose que je veux faire pour vous, si ça vous intéresse, évidemment. Donc, faites-moi le savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse. La première idée, c'est de vous faire une présentation de Gugong, probablement dans une session de jeu. J'ai pas encore décidé, est-ce que j'y vais avec la variante en solitaire ou si je vais vers une session de jeu à 2 joueurs. J'ai pas encore essayé, j'ai pas encore réfléchi à ça parce que j'y ai pas encore joué. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un projet, mais je sais pas quand ça va se réaliser. Il faut d'abord que j'y joue quelques fois pour m'adapter au jeu, pour me faire mon avis également sur ce dernier, mais c'est un jeu que j'attendais beaucoup. Un autre projet Kickstarter, je suis très content de l'avoir, il est magnifique. Maintenant, je vais vous le présenter. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Session de jeu à 2 joueurs ou session de jeu en solitaire? Laissez-moi ça dans les commentaires sous la vidéo. Ça me permettra de me guider un peu pour ce qui est de la présentation de ce jeu. Et finalement, l'autre projet que j'ai, c'est quelque chose que je vais vous faire, ça c'est sûr. Reste à voir si ce sera publié tout de suite au mois de janvier ou un peu plus tard lorsque la campagne de ce jeu sera commencée. C'est un projet qui débarquera sur Kickstarter. Il s'agit de Nouvelle-France. Je vous parlais il y a quelques instants de l'équipe Jack Bro qui nous a donné Vikingar, 40 voleurs. Eh bien, voici leur prochain projet, une grosse boîte, mes amis. Et ça ici, c'est seulement le prototype. La vraie boîte sera encore plus massive. Nouvelle-France est un jeu un peu... je ne vais pas le comparer trop à Azul, mais on reprend le principe un peu de placement de blocs ou de tuiles, un peu avec des formes de Tetris. Alors, si je peux vous donner quelques petits exemples juste ici, j'ai des petites tuiles, là. Vous pouvez pas prendre en considération que c'est le produit final, c'est seulement que le prototype. Mais Nouvelle-France sera donc un jeu qui est magnifique au point de vue visuel. Vous allez voir dès les premières images, là, le jeu, quand on voit ça sur une table, on se demande qu'est-ce qui est en train de se passer. Le jeu a un aspect tridimensionnel très intéressant. J'ai hâte d'y jouer, j'ai hâte de vous le présenter. Donc ça, c'est dans les projets à ne pas manquer au début de l'année 2019 pour ce qui est de Nouvelle-France. En ce qui concerne 2019, eh bien, une chose qui est certaine, c'est que Sylvain, Vincent et moi-même, on est 3 gars assez spontanés. Quand on a une idée d'un nouveau concept, un nouveau contenu qu'on veut vous proposer, on n'attend pas des mois avant de le faire, on le fait tout de suite et on s'adapte par la suite. Alors, il y a probablement en 2019 tout plein de nouveaux contenus qui vous seront proposés, mais présentement, je ne les connais pas encore. Par contre, ce que je sais,
on veut vous proposer un nouveau type de contenu qui est très intéressant. Vous savez qu'on a un nouveau partenaire, la boutique L'Imaginaire, et on a décidé de s'investir à fond avec cette boutique. On veut pas que notre commanditaire soit simplement une image qui défile au début de nos vidéos. On veut, parce qu'on a la certitude que L'Imaginaire est une boutique qui vaut la peine d'être reconnue, qui vend une expérience aussi en magasin. C'est pourquoi, à partir du mois de janvier, on veut vous proposer une fois de temps en temps, peut-être 2 vidéos par mois, quelque chose comme ça, une vidéo qui a été tournée en magasin dans une des 4 succursales qui sont ici au Québec pour vous faire vivre un peu l'expérience client en boutique, vous faire connaître, apprendre à connaître les employés, ce qu'ils proposent, des vidéos peut-être humoristique. On va essayer de garder un format qui est très court. On parle peut-être du 3 à 10 minutes maximum, des quiz, des vox pop. Alors peut-être que vous allez vous-même faire partie de nos vidéos si vous êtes l'un des fidèles clients de L'Imaginaire. Alors vous devriez voir nos premières vidéos circuler à partir du mois de janvier et de façon récurrente pour le reste de l'année également. Une autre chose qui nous intéresse bien en 2019, mais qu'on n'est pas trop certain à savoir quelle forme ça va prendre, si on devrait le faire ou non, est-ce que c'est un bon timing, est-ce que c'est pertinent, c'est une campagne de sociofinancement, oui c'est ça, sociofinancement, un Patreon, un Kickstarter, un Tipeee, il y en existe plusieurs formats et vous êtes nombreux à nous avoir écrit pour nous dire qu'on devrait le faire. Par contre, il y a toujours ce petit combat-là intérieur en moi qui m'amène à réfléchir, oui, mais qu'est-ce qu'on peut proposer de plus que les autres? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme récompense? Est-ce que les gens vont être intéressés à nous encourager via ce média? Je sais pas en fait, même s'il y en a plusieurs qui nous garantissent que oui et qu'on n'a rien à perdre en fait de lancer ça, je me dis il y a beaucoup d'autres il y a beaucoup d'autres YouTubeurs qui fonctionne de cette façon avec Patreon, entre autres, au Québec, Etugame, David, le professeur Board Game, il y a Martin de la zone jeux de société qui a annoncé dernièrement qu'il allait également sortir une page Patreon qui, en fait, vous irez voir son dernière info de la zone où est-ce qu'il détaille tout ça, ça a l'air très intéressant. Mais je me dis toujours, il y en a déjà plein, je voudrais pas que les gens donne à tout le monde nécessairement, ça devient lourd, je voudrais pas qu'il y ait à choisir non plus, mais c'est quelque chose en même temps qui nous intéresse parce que veut pas, on a de très beaux projets, de très grands projets pour la chaîne et ça demande de l'argent. Ça demande un financement, donc c'est quelque chose qui nous intéresse en fait depuis le début de la chaîne, mais qu'on n'a jamais mis en place parce qu'on ne sait pas comment le faire, quand le faire, pourquoi le faire. Le pourquoi est un peu clair, au moins pour nous. C'est plutôt la structure qui nous laisse encore un peu hésitants. Alors, libre à vous de nous encourager ou de nous décourager dans les commentaires sous la vidéo à ce propos, à l'idée d'un Patreon ou de quelque chose comme ça au courant de l'année. C'est-tu quelque chose qui vous intéresserait si on vous donne la possibilité de vous investir dans notre chaîne, de faire partie de l'aventure avec nous? Laissez-nous le savoir. Et finalement, je vous avais dit qu'on aurait quelques minutes à parler de mon état de santé. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, au début de l'année 2018, au mois d'avril, je suis tombé malade. On ne savait pas trop ce que j'avais. J'ai passé plusieurs jours à l'hôpital. J'ai fait 16 jours consécutifs de fièvre. Et pour finalement découvrir que ce que j'ai contracté, c'est une maladie qui s'attaque au foie, qu'on appelle communément l'hépatite. Ça fait mal, c'est pas agréable, je ne conseille pas ça à qui que ce soit. J'ai passé une brochette de tests à ce moment-là et je m'en suis remis. Et j'ai continué de passer des bilans quotidiens pour consulter mon taux d'enzymes dans le foie. La dernière fois que je vous en ai parlé sur la chaîne, c'était vers la fin de l'été, je crois. Les dernières nouvelles que j'avais, c'est que
En fait, mon médecin m'avait dit « Bon, là, ton foie n'est pas encore revenu à la normale. On se demande un peu pourquoi. D'habitude, ça devrait se résorber assez rapidement. » Et là, les nouveautés que j'ai eues par la suite, c'est que mon médecin de famille m'a dit « Là, c'est assez. On va arrêter de passer des bilans sanguins aux 2 semaines. On va t'envoyer voir une spécialiste des organes internes qui, elle, va creuser, va les consulter, qu'est-ce qui se passe. » Puis on va en avoir le cœur net. Donc ça, sur le coup, ça m'a un peu comme inquiété, mais en même temps, ça m'a rassuré parce que je me suis dit, ben s'il n'y a rien, ça va être la bonne personne pour me le dire, la spécialiste des organes internes. Alors, au mois d'octobre, je suis allé la rencontrer et là, moi, je me disais, bon, elle va pouvoir enfin me dire que c'est normal puis que j'ai rien à je n'ai pas à m'en faire. Finalement, c'est pas exactement ce qu'elle m'a dit. Elle m'a parlé de maladies génétiques qu'on appelle l'hémochromatose, elle m'a parlé de cirrhose du foie, elle m'a parlé de cancer du foie, toutes des choses, des scénarios qu'on ne veut pas entendre parler quand on est chez le médecin. Donc ça m'a comme fait stresser un peu, ça m'a rendu très anxieux et elle m'avait prévu des tests plus poussés à passer donc au début du mois de décembre qui vient de se terminer. Donc au début du mois de décembre, je vais passer ces différents tests-là. Je suis à ce moment-là très nerveux, très anxieux parce que je me dis si c'est pour être un de ces 3 scénarios-là, c'est catastrophique. Et une semaine plus tard, j'avais les résultats. Et je peux vous dire que j'ai été très soulagé d'apprendre que ces 3 scénarios-là pouvaient être balayés du revers de la main. La spécialiste m'a tout simplement avisé que ce n'était pas ça, ce n'était rien de grave. Alors j'ai comme traversé une espèce de période de 2 mois de stress où est-ce que je me demandais qu'est-ce qui se passait, mais en même temps j'essayais de me mettre dans la tête, de me rentrer dans la tête que ça servait à rien de stresser tant que j'avais pas le mot final de la médecin. Et donc vers la mi-décembre, elle m'a appris que ce qui s'est passé, c'est que probablement que l'hépatite a amoché mon foie et que celui-ci est tranquillement en train de se régénérer, peut-être de façon un peu plus lente que la normale, ou tout simplement que mon foie avait une faiblesse un peu comme naturelle au niveau du taux d'enzymes, peut-être quelque chose comme ça. Je ne suis pas spécialiste, je fais seulement vous communiquer ce que je me souviens qu'elle m'a dit. Donc, vraiment soulagé parce que je me disais, si le médecin est pour m'apprendre que j'ai un cancer ou quelque chose comme ça, je veux en aviser les gens qui nous écoutent sur la chaîne. Mais si c'est quelque chose qui est bénin, je veux également les aviser parce que la dernière fois qu'on s'en était parlé, on avait laissé ça sur la glace dans un de mes quads neufs. Je vous avais pas tenu au courant dans les derniers mois et vous êtes quelques-uns à m'avoir écrit en privé pour avoir des nouvelles à ce propos-là. Ça me touche énormément quand les gens m'écrivent, pas seulement pour avoir mon opinion sur un jeu, mais également s'intéresser à ma vie personnelle. Ça me touche. Alors, merci à ceux qui ont pris le temps de le faire. Je suis content de vous apprendre que c'est rien de grave et que maintenant, j'embarque tout simplement dans une espèce de petit suivi aux 3-4 mois où est-ce que je vais faire une espèce de petit bilan sanguin pour simplement s'assurer qu'il n'y a rien qui dérape et que tout reste stable. Alors, ouf! On a eu chaud, mais je suis très soulagé et très heureux d'être en santé. C'est donc la fin de ce Quad Neuf GP pour ce qui est du mois de décembre 2018. 2018 aura été une excellente année, une belle année. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous irez jeter un œil à notre vidéo Rewind 2018 rétrospective sur l'année qui vient de se terminer. On fait état de tous les moments forts de l'année. J'ai bonne espérance que 2019 sera une excellente année pour nous tous également dans cette belle aventure. N'hésitez pas donc à me laisser vos commentaires sous la vidéo, un pouce vers le haut et n'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.